Mesdames et messieurs de la presse nationale, mesdames et messieurs de la direction de l'URD, chers invités, je veux d'abord bien sûr vous remercier de votre présence, messieurs les présidents. J'ai toujours plaisir à ce que nous soyons ensemble et parmi vous, il y a des vieux compagnons de lutte. Je voudrais également adresser tous mes remerciements à la presse nationale pour s'être déplacée et avoir répondu à notre invitation. Et je tiens à vous remercier à l'avance de l'écho que vous pourrez donner à cette conférence. À travers cette rencontre, l'URD, mon parti, souhaite partager avec vous sa lecture de la situation sociopolitique de notre pays. En tant qu'opposants, nous sommes des lanceurs d'alerte et notre rôle est d'indexer les risques d'implosion que court notre pays face à la décomposition progressive de notre société. La situation est préoccupante, au triple plan économique, politique, bien sûr, économique et social. Les derniers développements de l'actualité politique, la réalité des indicateurs macroéconomiques, le cumul des frustrations sociales font peser une lourde hypothèque sur les fragiles équilibres de la nation, impactent négativement la dynamique démocratique et menacent sérieusement la confiance en notre avenir. Ces signaux indiquent que notre bien commun court des dangers réels. Et il faut déjà ajouter à ce tableau la perspective des échéances électorales de 2020 qui accroît la psychose déjà perceptible dans les populations. C'est pourquoi, à défaut de vous convaincre, je vais essayer de vous démontrer que mon parti juge inenvisageable la tenue d'élections en 2020 dans les conditions actuelles. Malgré les assurances données par le président Ouattara, notre analyse, à nous, est en parfaite contradiction avec les certitudes qu'essaye de nous faire partager le chef de l'État. C'est pourquoi j'affirme haut et fort qu'on ne peut exiger du peuple ivoirien qu'il aille à l'abattoir. On ne peut lui imposer des élections à tout prix, alors que les conditions se détériorent et que le climat politique se crispe de plus en plus. Nombreux sont les Ivoiriens qui envisagent maintenant de s'exiler pendant cette période électorale par peur d'une guerre fratricide qu'ils n'ont pas tout à fait tort de redouter. Peut-être vais-je vous paraître alarmiste, mais j'ai décidé de vous inviter à regarder le verre à moitié vide, celui des déçus, des rejetés du système, ceux dont les vies ont été broyées par les injustices, les exilés, les prisonniers militaires dont le maintien en prison ou en détention reste incompréhensible. À l'URD, nous n'avons que notre voix et nos convictions pour prendre le peuple à témoin de ce que l'on veut l'instrumentaliser pour obtenir son suffrage, alors que nous savons que les dés sont déjà pipés. Nul n'est besoin d'être prophète pour comprendre que les tensions actuelles exacerbées sont nées d'un certain nombre de facteurs que je vais mettre en évidence. Il s'agit bien sûr du divorce entre les anciens alliés du RHDP, entre le RDR et le PDCI, dont la conséquence est de produire un retour à la pensée unique, et ce clivage politique gagne de plus en plus de terrain et gangrène même l'administration. Les responsables qui ne se soumettent pas à l'inféodation au RHDP sont menacés de renvoi et de licenciement. Dans ce sillage, les folles rumeurs qui ont circulé au sujet d'une imminente arrestation du président Henri Konan Bédié ne pouvaient certainement avoir de fondement, tant cela paraissait insensé, mais elles contribuent manifestement à pourrir un peu plus l'atmosphère déjà délétère. Également, les attaques crypto-personnelles entre le camp présidentiel et celui de Guillaume Soro prennent l'allure détestable
d'une guerre fratricide dont chacun peut aisément imaginer l'issue catastrophique pour notre pays. Au demeurant, le refus d'un consensus sur la réforme de la CEI constitue un manquement démocratique grave et m'amène à clarifier des propos mensongers qui ont été distillés jusque dans les chancelleries sur la question. En vérité, il ne s'est jamais agi de la part de l'opposition d'un quelconque boycott. Nous étions convenus d'une méthode de travail à l'initiative de M. le Premier ministre, je dis bien à l'initiative de M. Gon Coulibaly. Cette méthode consistait en la rédaction de termes de référence qui devaient servir de base de discussion avant que ne s'ouvrent les travaux du comité restreint. Nous ne les avons jamais reçus. Et l'on nous convie ensuite à des séances de travail alors qu'on a changé de méthode sans même nous avertir que les règles du jeu ont été modifiées. Comprenez que lorsque nous avons été conviés à la restitution solennelle des travaux de leur comité restreint, peu représentatif de l'opposition significative, il nous était difficile de répondre à une invitation puisque nous n'avions pas participé à ces travaux. Sur ce sujet, notre position est simple. L'opposition souhaite, et l'a exprimé, une grande concertation tripartite, gouvernement, partis politiques et société civile, pour aboutir à une réforme profonde de la commission électorale indépendante. Il est grave pour la stabilité de notre pays que le gouvernement, comme à son habitude, cherche à effectuer un passage en force et nous impose une CEI qui ne correspond pas aux critères internationaux de neutralité, d'indépendance et de transparence exigés par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et réclamés également par l'opposition et la société civile ivoirienne. En poursuivant l'énumération des causes des tensions politiques exacerbées actuelles, nous notons la prolifération des armes dans notre pays, dénoncée régulièrement par l'ONU. Cette situation inacceptable fait peser de fortes inquiétudes sur la période électorale prochaine. Des milliers d'armes acquises pendant la rébellion et la crise électorale et la crise post-électorale circulent toujours et les autorités ont le plus grand mal à les récupérer. D'autant que tous les processus de désarmement qui ont été mis en place en Côte d'Ivoire, nous le disons, ont été des échecs et sont à l'origine d'une gabegie qui a dépassé de très loin les 100 milliards de francs CFA. Je parle du PNDDR en 2014-2015 jusqu'à l'ADDR que nous connaissons bien aujourd'hui. Nous avons aussi les conditions de renouvellement et d'attribution des cartes nationales d'identité dont le prix d'acquisition a été fixé à 5 000 francs. Et nous estimons que cela procède des mêmes incuries. Comment des représentants du peuple ont pu voter sans état d'âme une telle mesure alors que le Ghana voisin pratique la gratuité de la première CNI? Comment le gouvernement n'a-t-il pas pu anticiper des mesures administratives à prendre? Les autorités n'entendent-elles pas le mécontentement du peuple croître et s'amplifier? Selon notre approche, la mesure bien sûr transitoire qui va être prise parce qu'elle s'impose, c'est la prorogation de la validité de ces CNI. Pour clore ce chapitre des élections, l'URD s'interroge sur la capacité du gouvernement à trouver les solutions adéquates pour garantir des élections crédibles et apaisées. Son refus de changer la CEI, de réformer le Conseil constitutionnel, de réviser le code électoral et l'ensemble du processus électoral ne sont-ils pas autant de signes que le pouvoir cherche à se maintenir à tout prix et que son seul souci est de le conserver, quelles qu'en soient les conséquences? Ne serait-il pas plus sage de travailler ensemble, toutes les forces vives de la nation, mobilisées, à créer les conditions
pour que les futures élections ne souffrent d'aucune contestation et qu'ainsi la cohésion nationale et la paix soient privilégiées. Notre environnement sociopolitique est si fragile, les menaces sur la paix si flagrantes, que l'URD continue de dire que la tenue d'élections est périlleuse. Il faut d'abord penser à se réconcilier, à renforcer la paix, la cohésion et la stabilité de notre pays, à réformer ce qui doit l'être avant d'organiser la présidentielle de 2020. Et je le dis d'autant plus fort que nous refusons tous l'idée d'une autre crise post-électorale qui ne pourrait être que plus fratricide que celle que nous avons connue. La réconciliation nationale n'est pas effective, elle est inachevée, et cet état de fait banalise la souffrance des Ivoiriens, des victimes, de toutes les victimes. Elle ne peut être achevée sans la présence effective d'un des acteurs principaux, le président Laurent Gbagbo. Par ailleurs, comment encourager la réconciliation quand le président Ouattara déclare que la Côte d'Ivoire est divisée entre les oufouettistes et les anti-oufouettistes? C'est un non-sens, à notre sens, à nous, c'est un non-sens, venant de celui qui est le garant, le socle de l'unité nationale. N'est-ce pas une prime donnée à la division? Une autre question que l'URD se pose à propos de la réconciliation est de savoir pourquoi les résultats des travaux de la CDVR n'ont-ils jamais été rendus publics. Le contribuable ivoirien a décaissé plus de 14 milliards de francs CFA pour un travail dont on lui cache les résultats. Pourquoi? Quelles sont les recommandations si gênantes pour le pouvoir qu'il préfère faire un blackout total? L'URD considère comme facteurs aggravants de ce contexte qui est le nôtre l'inexistence de débats contradictoires au Parlement et au Sénat, puisqu'ils sont monocolores. Et notre Parlement est en crise pour cause de violation de son règlement intérieur. Quant au Sénat, permettez-moi de dire, même si les mots sont un peu durs, que toute honte bue, la semaine dernière qu'ils ont commencé à mettre en place leur structure de fonctionnement, ce qui signifie que depuis avril 2018, les sénateurs élus sont payés à ne rien faire. Il nous faut parler aussi de la restriction des libertés syndicales, du gel des comptes, de l'emprisonnement des acteurs, des ponctions salariales et aussi de la restriction des libertés individuelles et collectives. Les tracasseries que l'on fait subir aux opposants se multiplient et aujourd'hui c'est le jeune président de la JPDCI qui est dans les fourches et sous les foudres de la justice. Ajoutons à ce triste tableau la récurrence et la multiplication des conflits intercommunautaires qui opposent des groupes ethniques sur un problème fondamental, essentiel, celui de la terre. Une réalité prégnante qui fait notamment de l'ouest et de l'est de notre pays des poudrières à ciel ouvert. La rareté des ressources, la pression démographique, le flux des migratoires élevés exercent une forte pression sur le foncier et font de ce problème une source quasi permanente de tensions et de conflits. Pour notre parti, la démocratie, ça n'est pas seulement le multipartisme et l'organisation d'élections. Il faut un environnement sain, une justice indépendante, un système éducatif efficace, une politique de santé et de sécurité sociale adéquate, une administration non corrompue, un système sécuritaire non dégradé. Loin de faire de la surenchère, l'URD voudrait actionner la sonnette d'alarme car tous ces facteurs aggravants constituent des terreaux fertiles pour une plus violente crise. Nous persistons à dire qu'il faut éradiquer la politique de rattrapage dans les nominations à la fonction publique, dans l'armée, parce qu'elles sont génératrices de graves injustices
de grandes rancœurs et de fractures sociales. Pourquoi ne parle-t-on pas de l'immigration en Côte d'Ivoire, alors que dans le monde entier, les deux sujets qui dominent toutes les problématiques, c'est l'écologie et l'immigration? Pourquoi est-ce chez nous un sujet tabou? Dans notre hymne national, nous affirmons que nous sommes une terre d'hospitalité, certes, mais il est de notre responsabilité d'organiser l'accueil de nos étrangers. C'est une exigence de transparence qui n'a jamais été prise en compte par nos gouvernements. Pour quelles raisons? Comment se fait-il que nous ne soyons pas au courant de la composition sociologique de notre population? Pourquoi nous le cache-t-on? Chers invités, messieurs les présidents des partis politiques, madame la présidente, mesdames et messieurs les journalistes, si les signes que montre l'espace public font craindre des lendemains difficiles, nous sommes aussi en droit de nous interroger quant à la gouvernance économique du pays. Comment peut-on raisonnablement continuer de financer le développement par le recours systématique à un endettement endémique alors que nous avons une population de 70% composée de personnes de moins de 35 ans? En tout état de cause, une dette excessive est un frein au développement durable. D'autre part, au fil des années, notre pays a atteint un degré élevé de prédation des deniers publics, avec des scandales successifs dont les sanctions n'ont touché que des seconds couteaux. On assiste ainsi depuis 8 ans à la continuité de détournements massifs dans la filière café-cacao, au trafic à ciel ouvert des ressources minières par des bandes armées agissant manifestement sous couverture puisqu'elles bénéficient d'une certaine impunité. Nous avons appris de la bouche même du ministre des Mines qu'il y avait 1000 sites d'orpaillage clandestins qui font peser de graves menaces d'empoisonnement au mercure sur l'environnement et sur les populations. Si on annexe à cela les méventes des produits d'exportation tels que le café, le cacao, l'EVA et l'anacarde, ainsi que l'inéquitable répartition des richesses nationales, malgré une croissance mirobolante, nous avons réuni les attributs incontestables d'une mauvaise gouvernance. De plus, le pouvoir d'achat des ménages est en train de diminuer. Il ne cesse de baisser avec une inflation des prix qui touche les produits de première nécessité. L'huile, la viande, les œufs, demandez à vos femmes, elles vous diront ce qui en est. Et le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter. Ces différents points névralgiques fragilisent la paix de notre pays. N'oublions pas que les élections locales, sans enjeu national, ont été pourtant marquées par des violences inégalées et par de nombreuses irrégularités. D'où nos doutes sur le déroulement apaisé de l'élection présidentielle. Ces violences pourraient être un signe prémonitoire d'une situation potentiellement explosive l'année prochaine. Aucune perspective d'alternance ne se dessine à l'horizon puisque, on nous l'a dit, tout est bouclé, tout est géré. Des faits et postures qui tranchent avec l'oufouettisme que nous connaissons et que nous avons accompagné un moment. C'est la raison pour laquelle l'URD en appelle solennellement à la responsabilité des Ivoiriens et à leur conscience patriotique, afin d'inverser le cycle de violence qui se met pernicieusement en place. Pour construire cette paix indispensable, ayons la volonté et donnons-nous le temps de réviser entièrement le cadre général et institutionnel des élections et afin de nous éviter une nouvelle crise, désarmons nos cœurs, désarmons nos cœurs. En tout état de cause, à l'URD, nous faisons confiance au peuple de Côte d'Ivoire pour prendre ses responsabilités. Face à l'imposture
que représentent toutes ces manœuvres dilatoires, dont le seul dessein n'est autre que la confiscation du pouvoir et la perpétuation d'une mascarade électorale qui fait planer l'ombre de la guerre sur notre pays. Le temps est donc venu, pour chaque citoyen de cette terre d'espérance, qu'il prenne sur lui de vouloir sauvegarder et préserver les intérêts de notre communauté de destin. Il n'est pas trop tard. Retrouvons-nous pour renouer avec un dialogue sincère, sans faux fuyant, afin que toutes les forces vives de la nation, dans un esprit de fraternité et de tolérance, trouvent les réponses concrètes aux nombreux défis auxquels le pays, notre pays, reste confronté en tournant le dos à la dictature des égaux. Je vous remercie.